L'art de presque savoir, aujourd'hui presque une conférence, images de femmes au XIXe siècle. On n'a jamais autant parlé des femmes qu'au XIXe siècle. Le sujet est partout. Catéchisme, codes de loi diverses, livres de bonne conduite, ouvrages de philosophie, de médecine, de théologie, littérature, peinture et sculpture. La culture visuelle du XIXe siècle va produire d'innombrables images de femmes. Les femmes seront très actives lors des journées révolutionnaires, le 5 et 6 octobre 1789 et le 10 août 1792. Pour la première fois, la Révolution entend la voix des femmes. Grâce à Olympe de Gouges et Nicolas de Condorcet, mais les femmes resteront exclues de la citoyenneté. Olympe est guillotiné pour avoir voulu être un homme d'État. Et après la Terreur, les rassemblements de plus de 5 femmes deviendront illégaux. Il y aura toutefois quelques avancées, comme le contrat de mariage, le droit au divorce ou encore le droit égal à l'héritage. Malheureusement, ils seront rapidement perdus. Napoléon va balayer les droits gagnés à la Révolution à travers le Code civil. Les hommes réaffirment l'infériorité naturelle de la femme mineure à vie. Ce qui fera dire à Balzac, la femme est une propriété que l'on acquiert par contrat. Elle est mobilière car la possession vaut titre. Enfin, la femme n'est à proprement parler qu'une annexe de l'homme. La philosophie du Code napoléonien sera aggravée par l'alliance entre l'Église et la Restauration après 1815. C'est symboliquement cette soumission de la femme que l'on peut voir dans le Sacre de Napoléon. Les droits des femmes en France sont lents à acquérir et ponctués d'allers-retours, comme le cas du divorce qui apparaît en 1792 pour disparaître ensuite et ne revenir qu'à la fin du XIXe siècle. Le Code civil de 1804 va marquer pour plusieurs décennies le statut de la femme qui aura difficilement accès à l'éducation. On ne verra la première femme avoir son baccalauréat qu'en 1870. Elles n'auront droit d'enseigner qu'en 1880 pour finalement ne toucher leur propre salaire qu'en 1907. Auparavant, leur salaire était versé à des hommes. Il faudra encore attendre 1944 pour le droit de vote ou les années 60 pour avoir le droit de travailler sans l'autorisation du mari. En 1972, on aura les comptes en banque, l'égalité au salaire et finalement la condamnation du harcèlement sexuel en 2012. Tout au long du XIXe siècle, les images de la femme vont passer du registre religieux vers le registre profane. L'image de la féminité va s'organiser autour de deux pôles. Un pôle plutôt normal, celui ordonné et rassurant de la femme aux vertus domestiques, et un pôle déviant, celle de la séductrice, dangereuse, prostituée, femme travaillant, femme de couleur. Deux univers et deux représentations bien différentes. Pendant la Révolution française, il est demandé aux artistes de représenter les événements contemporains par le biais de l'Antiquité. Cela continuera au XIXe siècle. Ainsi, la vertu féminine est représentée par Cornélie Grac, patricienne romaine du IIIe siècle avant notre ère, qui préfère donner une bonne éducation à ses enfants plutôt que de s'acheter des bijoux. Pourtant, ses amis le lui reprochent. Et un jour, faisant durer un peu plus la séance de thé, elle attendra ses enfants pour les propulser devant les autres femmes et leur dire « Les voilà, mes bijoux à moi ». Pénélope est l'autre grande femme vertueuse du XIXe siècle, cette femme qui attend patiemment un mari parti à la guerre depuis 20 ans, Ulysse. Et pourtant, elle est assaillie de prétendants qui n'ont qu'une idée, épouser la reine d'Ithaque, belle et désirable. Elle met donc en place un stratagème, tisser tout le jour un linceul pour son beau-père Laërte, qu'elle décide de détisser le soir, de façon à faire patienter les prétendants. Elle est donc l'image parfaite de la fidélité d'une femme qui attend pendant plus de 20 ans un mari dont elle ne sait s'il reviendra un jour. Ces images de femmes vertueuses passionnent beaucoup moins que celles des femmes dangereuses qui vont être tout au long du XIXe siècle une obsession pour les artistes. Un rappel, la plupart des femmes à l'époque sont des paysannes, 75% de la population. Voici des glaneuses, 3 femmes qui sont en train de ramasser le blé qui a été oublié sur le champ. À l'arrière-plan, vous pouvez voir la récolte officielle, qui est une récolte généreuse, les meules étant là pour créer le contraste entre celles qui n'ont rien et le côté foisonnant de cette récolte. Au premier plan, les glaneuses, des femmes anonymes. Ceci n'est pas une anecdote, mais la représentation de ce que beaucoup de femmes doivent faire dans la paysannerie. Elles ramassent les épis de blé qui ont été oubliés sur le champ. Fait aussi glisser quelque peu le registre de la représentation, puisqu'il s'intéresse à la frange pauvre de la paysannerie, et donc celle qui est considérée comme dangereuse. Voici l'image d'une femme dangereuse, beaucoup plus passionnante. Elle est peinte en 1863 par Édouard Manet, et l'Olympia sera présentée au salon de 1865.
Napoléon III, passant par là, sera extrêmement choqué d'y découvrir l'Olympia. Pourtant, l'Olympia est un nu allongé qui s'inscrit dans les grands nus allongés de l'histoire de l'art, de Titien, en passant par Velázquez jusque Goya. Manet a la volonté de moderniser ce nu. Un nu allongé, l'exercice classique est respecté, mais Manet enfreint la règle du nu idéal, du nu parfait. L'Olympia a des poils sous les bras. Et ce nu est choquant. Il n'est plus le nu d'une Vénus, il n'est plus le nu d'une déesse, il n'est plus Alibi tiré de la mythologie. C'est un nu moderne, c'est une femme du 19e siècle. Manet enfreint une autre règle. Ce nu est une prostituée. Beaucoup d'indices nous le montrent, comme par exemple le bouquet de fleurs que tient sa servante. Comme le chat noir, qui rappelle ici le surnom des prostituées du 19e siècle, le chaton. Et puis ce nu vous regarde. Qui êtes-vous, vous, qu'elle regarde? Vous êtes le client, vous entrez dans la chambre, vous avez offert les fleurs et vous allez consommer de la prostitution. Vous comprenez pourquoi Napoléon III a été si choqué devant le tableau, lui qu'on accuse désormais d'être un consommateur de la prostitution. Le tableau fait scandale au salon de 1865 et pour sa sécurité, il sera remonté tout en haut des cimaises pour éviter qu'on ne l'attaque à coups de parapluie ou de canne et garantir sa sécurité. Alors l'Olympia, un suicide artistique? Très certainement, mais le buzz fait aussi partie de la dynamique du succès au salon. Il témoigne surtout de la problématique de la prostitution au XIXe siècle. On estime alors que près de 20% de la population parisienne travaille de près ou de loin grâce à la prostitution. Manet n'est donc qu'un témoin de son temps. Franz Winterhalter est l'un des plus grands portraitistes du XIXe siècle. Sa spécialité, les princes et les princesses. Il représente ici Madame Rimsky-Korsakov, fille d'un riche marchand russe, dont la beauté et la richesse permettront d'épouser un aristocrate russe avant qu'elle ne divorce et vienne vivre sa vie à Paris. Madame Rimsky-Korsakov est surtout une parfaite beauté du XIXe siècle. Le visage rond et poupin, le teint extrêmement clair, les épaules arrondies, la peau transparente, on peut voir une veine bleue à travers sa peau sur l'épaule droite, et la très très longue chevelure, tout ça sont des critères de beauté du 19e siècle. Une femme de cette classe au 19e siècle va changer de tenue au moins 6 fois par jour. Et il y a une tenue pour chaque moment, chaque activité de la journée, ce qui est pratique sur les tableaux puisqu'on peut deviner de quel moment de la journée il s'agit. Vous avez ici affaire à un déshabillé du matin, c'est la tenue qu'on va porter au saut du lit, c'est une tenue intime. Mais qui est exactement Madame Rimsky-Korsakov? Une bourgeoise? Une princesse? Une aristocrate? Bref, Madame Rimsky-Korsakov est ce qu'on appelle au XIXe siècle une grande horizontale, c'est-à-dire une prostituée de luxe, qu'on va avoir du mal à définir comme prostituée, puisque la France n'a jamais réussi à définir ce qu'était la prostitution, qui va demander à un portraitiste de princesse, Winterhalter, de la représenter comme une princesse. Un petit détail peut nous faire douter du statut de la femme, la boucle d'oreille. Au XIXe siècle, les bijoux ne se portent qu'après 17 heures. Une femme habillée ainsi ne devrait pas porter de boucles d'oreilles. Les normes volent en éclats. Comment les reconnaître? Autrefois, il était très facile de savoir qui était la reine, de la princesse, de la bourgeoise, de l'aristocrate, de la prostituée. Désormais, tout est flou, même la tenue vestimentaire, qui n'est plus codifiée depuis la Révolution française, avec la fin des lois somptuaires, ne nous permet plus de reconnaître ces femmes. C'est ainsi qu'un critique dira qu'à droite, nous avons une aristocrate habillée comme une prostituée, et sur la gauche, des prostituées habillées comme des aristocrates. Les choses deviennent difficiles à cerner, et c'est là que la modernité du portrait au XIXe siècle se fait. Autre image de femme dangereuse, une pétroleuse de la Commune de Paris, c'est-à-dire une criminelle. Les pétroleuses, ce sont ces femmes qui ont été accusées d'incendier les bâtiments pour stopper la progression de l'armée légitime. La pétroleuse est un mythe d'entraver. Elle est habillée de peau de bête et elle ressemble à un homme. Le concept de femme criminelle est incompréhensible pour le XIXe siècle. Seuls les hommes sont des criminels. Les femmes sont des mères. Une femme criminelle ressemblerait donc à un homme et à une bête, puisque le réflexe animal conditionne la criminalité. Un héritage de nos lointains ancêtres. Et puis, la femme ne peut pas être une criminelle, car elle n'est pas assez intelligente pour cela au XIXe siècle. Parfois, cela a servi les femmes, comme Madame Caillot. Madame Caillot, anciennement Henriette Renoir, va épouser le ministre des Finances, Joseph Caillot, connu pour avoir inventé l'impôt sur le revenu. Avant d'être mariée avec lui, elle fut sa maîtresse. Et lorsque Caillot divorça de sa femme pour épouser Henriette, sa première épouse subtilisa les lettres qu'il avait échangées avec sa maîtresse alors qu'il était ministre en exercice. Les enverra à Gaston Calmette,
directeur du journal des Figaro, qui les fera publier. Henriette Renoir, devenue Caillot, prit donc rendez-vous avec l'homme, arriva dans son bureau, tira 5 coups de revolver sur cet homme, fut surprise immédiatement par la secrétaire, arrêtée et jugée. Fut-elle condamnée alors qu'elle explique au juge d'instruction comment elle tua M. Calmette et qu'elle fut surprise dans ses actes? Eh bien, pas du tout. Parce qu'une femme au XIXe siècle n'est pas assez intelligente pour préméditer un crime. Imaginez donc, il aurait fallu qu'elle aille acheter une arme, qu'elle prenne rendez-vous, qu'elle se présente à l'heure au rendez-vous. En un mot, impossible. Donc, innocente d'un crime prémédité. Cela ne peut être qu'un crime passionnel. Au milieu du XIXe siècle, un artiste sur 3 est une femme. Aucune n'est passée par l'école des beaux-arts. 7% vont recevoir une médaille au salon. Aucune ne reçut jamais la Légion d'honneur. 2 obstacles majeurs à la femme artiste. L'incapacité à recevoir un enseignement. Les grandes femmes artistes que l'on connaît sont souvent filles elles-mêmes d'artistes. Le concept d'artiste homme d'affaires qui prévaut jusqu'au XIXe siècle. Il faut mener un atelier, répondre à des clients, bref, diriger une entreprise. Posons-nous une question. Oui, Picasso a passé à 15 ans le concours d'entrée à l'école des beaux-arts de Madrid et de Barcelone. Mais qu'aurait-il fait si son père n'avait pas été professeur de dessin? Et si Picasso avait été une fille, une petite Pablita, est-ce que le seigneur russe aurait prêté autant d'attention à l'éducation artistique de la petite Pablita? L'aurait-il autant encouragée dans la voie de l'ambition et du succès? Plus difficile encore, être une femme sculpteur. C'est le choix que fera Camille Claudel, ou plutôt, elle fera le choix de s'affranchir de son milieu, la haute bourgeoisie, pour devenir une femme libre et indépendante à travers un métier qui est celui d'un homme. La confrontation avec la matière fait de la sculpture un travail beaucoup plus masculin. Devenue praticienne de Rodin, une histoire d'amour va naître entre les 2 artistes qui va durer près d'une dizaine d'années. Leur rupture donnera naissance à un chef-d'œuvre, L'âge mûr, où l'on voit à droite la jeune Camille quittée à gauche par l'âge mûr, Rodin, qui est emporté loin d'elle par une autre femme, Rose Beuret. Rose Beuret est en fait la femme avec laquelle il partage sa vie. Caricature ici Rose et Rodin, toujours collés l'un à l'autre. Rodin est incapable de faire un choix, et lorsque Camille lui demandera ce choix, il choisira finalement Rose, provoquant la rupture dont nous savons aujourd'hui qu'elle vient plutôt de Camille que de Rodin. Camille, en quelque sorte, a échoué. Elle ne peut pas vivre indépendamment de sa sculpture. En tant que femme du XIXe siècle, il lui reste un choix, le mariage. Mais ce mariage, elle le veut avec Rodin. Et Rodin ne choisit pas. Ou plutôt si, il choisit Rose. Camille sombre après sa rupture avec Rodin. Sa mère, elle-même devenue veuve, donc libre désormais de ses choix, décide de faire payer à sa fille cette volonté d'émancipation en la faisant interner. 3 jours plus tard, Camille écrit à sa mère: « Cela va-t-il encore durer longtemps, cette plaisanterie ?» Elle durera 30 ans. Et Camille finira sa vie en 1943, toujours internée. Presque toutes les femmes qui entrent dans la carrière artistique au XIXe siècle viennent de la bourgeoisie, groupe qui a le plus à perdre sur le plan social. Contrairement à Camille Claudel, la plupart de ces femmes ne vont pas rompre avec cette image de femme bourgeoise, identique à celle que la peinture des hommes donnait d'elle. De toute façon, le génie n'est que masculin. Une femme se crée elle-même dans ses enfants. La femme de la bourgeoisie représente la vie domestique, les membres de la famille, les amis proches, la maison, les promenades, les lieux de villégiature, et le plus souvent, le portrait d'autres femmes. Toutefois, certaines de ces œuvres semblent évoquer un sentiment d'enfermement, d'empêchement, de contrainte, comme La femme et l'enfant de Berthe Morisot, qui semble bloquée derrière cette grille, alors que le tout Paris s'étale devant elles, mais auquel elles n'ont pas accès. Ces femmes et ces enfants ont leur univers, un univers propre, mais un univers à part, comme si cette liberté, cette nouveauté des sujets que peut offrir la ville de Paris leur était interdit. En effet, au milieu du XIXe siècle, la bourgeoisie contribue largement à faire triompher l'individu, la famille et la vie privée. Le discours public, tant juridique que politique et social, s'attache à délimiter les rôles et les espaces masculins et féminins. À l'homme, la direction des affaires et la scène publique. À la femme, l'intendance du foyer et la sphère privée. Elle est prisonnière d'une extrême codification de sa vie quotidienne. Finalement, une femme est enfermée, et quand elle n'est pas enfermée chez elle, elle est enfermée dans une société qui lui fait jouer un rôle. C'est ce que nous montre ici Degas. Lorsque Madame Gentot s'apprête pour sortir, elle se regarde
dans un miroir et on découvre un autre visage. Un visage sombre, un visage qui porte un masque, le masque de la sociabilité. Lorsqu'une femme sort dans le monde, elle joue un rôle qui lui est imposé et qu'elle n'a pas forcément choisi. Pour portraiturer une femme d'affaires, il faudra donc attendre le XXe siècle. Le principal obstacle au succès d'une femme est qu'elle ne peut jamais avoir de femme. Il suffit de réfléchir à ce qu'une femme fait pour un artiste. Elle reprise ses chaussettes, gouverne sa maison, écrit ses lettres. Parfois elle l'encourage et lui ferait des critiques constructives sur son œuvre. Un mari serait plutôt inutile, car il ne ferait aucune de ces choses. Anna Léa Merritt, 1900. C'était l'art de presque savoir, aujourd'hui presque une conférence. Pour un panorama plus complet de l'image de la femme au XIXe siècle, vous avez rendez-vous avec Art et Savoir Conférences. Le catalogue de nos conférences est disponible dans la description de la chaîne. À très vite!